Retrouvez la force de l'engagement. Avec Agipi, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Rius. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour la force de l'engagement, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger la société. Aujourd'hui, mon invité est Chloé Thibault, journaliste indépendante, spécialiste des questions de culture et de société. Elle est l'autrice de plusieurs essais remarqués consacrés aux représentations culturelles, aux rapports de pouvoir dans la pop culture. Son nouveau livre « Pourquoi les hommes ont peur des femmes » propose une enquête incisive sur la fabrique culturelle de la misogynie. Un livre qui pose une question simple mais explosive. La peur des femmes est-elle une réalité ou une construction politique ? Mais avant d'entamer notre conversation, comme chaque dimanche, un engagement. Et aujourd'hui, je vous propose de nous engager contre la misogynie et de refuser de la considérer comme une dérive individuelle ou une série de comportements isolés. Regardons la misogynie pour ce qu'elle est réellement, un système construit, structuré, profondément ancré dans notre culture. Une forme de pensée qui s'inscrit dans une histoire longue, faite de récits, de représentations et de symboles qui ont, siècle après siècle, façonné une certaine vision des femmes. Une vision qui ne dit jamais explicitement « les femmes doivent être dominées », mais qui installe insidieusement des faits. Les femmes seraient par nature instables, excessives, imprévisibles, voire dangereuses. Ce récit traverse toute notre histoire culturelle. Dans la mythologie, Pandore est celle qui libère les maux de l'humanité. Dans la tradition religieuse, Ève est à l'origine de la faute. Celle qu'on a nommée les sorcières avait le tort de détenir un savoir, une autonomie, une influence suspecte. À chaque époque, sous des formes différentes, le même postulat se poursuit. Une femme qui sort du cadre devient ou est un problème. Alors, ces récits ont-ils disparu ? Eh bien, malheureusement non. Ils se sont transformés, modernisés. Ils circulent dans les films, les séries, dans les discours médiatiques. Les femmes y sont trop souvent représentées comme excessives, trop émotives, trop ambitieuses, trop libres, manipulatrices, hystériques, incontrôlables. Ces mécanismes ont largement été documentés par les sciences sociales. Pierre Bourdieu parlait de violence symbolique pour désigner ce pouvoir invisible qui s'exerce à travers les représentations en imposant comme naturel des constructions sociales. Car ce que nous voyons, entendons, ce que nous considérons comme normal, participe à organiser les rapports de pouvoir. Et les effets sont très concrets. Lorsqu'une femme prend la parole, dénonce, conteste, elle est plus facilement soupçonnée d'exagérer, d'être guidée par l'émotion ou d'avoir un agenda caché. Sa parole est fragilisée avant même d'être examinée. Sa légitimité est discutée avant même d'être reconnue. C'est le produit d'un imaginaire collectif qui a appris à se méfier des femmes. Dans ce contexte, la misogynie ne peut pas être réduite à une hostilité individuelle. Elle fonctionne comme un système de régulation. Elle permet de contenir, de disqualifier, de remettre à leur place celles qui dérangent. Elle agit comme un rappel à l'ordre, souvent implicite, parfois violent, mais toujours structurant. Ce sujet est éminemment politique, car une société qui fait des femmes un problème organise leur mise à distance du pouvoir. Discréditer la parole, c'est limiter l'influence. Mettre en doute la légitimité, c'est restreindre l'accès aux responsabilités. Derrière les représentations culturelles, il y a des effets manifestes sur la place des femmes dans l'espace public, économique et politique. S'engager contre la misogynie, ce n'est pas dénoncer des propos ou des comportements, c'est interroger les récits qui les rendent possibles, c'est comprendre comment ils se transmettent, comment ils se transforment et pourquoi ils persistent. S'engager aujourd'hui, c'est faire un choix clair, c'est refuser de considérer ces représentations comme anodines, c'est refuser de laisser structurer silencieusement notre manière de voir et de juger, et rappeler sans cesse que tout ce qui a été construit peut être déconstruit. Sud Radio, la force de l'engagement, Muriel Rius. Alors aujourd'hui, dans la force de l'engagement, je donne la parole à Chloé Thibault qui publie « Pourquoi les hommes ont peur des femmes ?» Une enquête publiée aux éditions Erol, Les Insolentes, sur la fabrique culturelle de la misogynie. Un livre qui explore la manière dont la littérature, le cinéma, les mythes ont construit depuis des siècles l'idée que les femmes seraient dangereuses, voire hystériques, voire menaçantes. Alors, Chloé, bonjour. Bonjour. Votre livre s'ouvre sur ce constat éclairant que la peur des femmes ne relève pas simplement de l'émotion, mais qu'elle s'inscrit dans une histoire culturelle. Alors moi, j'ai envie de vous demander comment s'est fabriqué ce récit, d'où vient-il et comment s'est-il transmis jusqu'à nous aujourd'hui ?
C'est un récit millénaire, vraiment, parce que dès l'Antiquité, les mythes qui se forgent autour des figures féminines nous diabolisent. Je pense que l'un des mythes les plus éclairants, c'est celui de Méduse. Donc tout le monde a cette image de Méduse avec sa tête couverte de serpents à la place des cheveux et qui a le pouvoir de pétrifier les hommes, de les changer en pierre. En fait, quand on regarde ce mythe de plus près, Méduse était une très jolie femme qui a été violée par le dieu Poséidon dans le temple d'Athéna. Et ce qui se passe, c'est que Athéna, la déesse, punit Méduse en la rendant monstrueuse. À partir de ce moment-là, on est dans ce symptôme qu'on retrouvera très très souvent et encore aujourd'hui, de l'inversion de la culpabilité. C'est-à-dire que c'est la victime du viol qui est punie et qui est jugée monstrueuse, au lieu évidemment de l'agresseur sexuel, Poséidon, qui n'est pas présenté comme un violeur dans la mythologie. Non, comme un dieu. Voilà, qui est et reste un dieu, un monstre sacré, dirions-nous aujourd'hui. Et donc dans l'Antiquité, on a plusieurs exemples. Vous avez évoqué Pandore aussi dans votre édito. Pandore qu'on surnommait le beau mâle, M-A-L évidemment, condamnable parce que très belle, et puis qui est jugée coupable d'avoir ouvert cette fameuse jarre, qui n'était pas une boîte d'ailleurs, qui a libéré tous les maux de l'humanité, mais on oublie souvent de raconter que c'est Zeus qui a en fait en sorte que les maux soient libérés sur Terre pour punir les hommes. Donc encore une fois, la faute à qui ? La faute à Zeus. Je cite en clin d'œil la chanson La faute à Ève d'Anne Sylvestre. Donc voilà, on retrouve ensuite Ève évidemment dans la Bible, et puis quand la pop culture, donc plus la culture populaire, puis la pop culture arrive à la fin du 19e siècle et au 20e siècle, on retrouvera tout un tas de films, dont certains exemples que je développe dans mon livre, qui se basent en fait sur les mêmes récits, sur ces inversions. L'inversion victimaire, l'inversion de la culpabilité. Alors aujourd'hui, on comprend ses origines, bien sûr, vous les décrivez parfaitement bien, et il faut lire le livre parce qu'il y a une énorme partie là-dessus qui est très 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 intéressante. De quelle peur est-ce qu'on parle aujourd'hui, d'après vous ? Est-ce qu'on parle d'une peur physique, d'une peur sociale, d'une peur symbolique ? Il y a un terme, moi, que j'utilise beaucoup dans le livre, qui est la gynophobie. Je me suis beaucoup appuyée sur les travaux, entre guillemets, d'un homme qui s'appelle Wolfgang Lederer, qui était un psychiatre américain et qui a publié en 1968 Gynophobia, ou la peur des femmes, qui est justement ce qui se veut un livre théorique sur la gynophobie, donc étymologiquement la peur des femmes, mais dans lequel il assume le fait de ne pas être très factuel et de ne pas vraiment sourcer, en tout cas scientifiquement, ce qu'il avance, mais plutôt de se reposer sur ce que lui disent ses patients à propos de leurs épouses et de leur mère, de leur épouse au singulier et de leur mère, et puis de se baser aussi sur des mythes. Mais en tout cas, cette gynophobie, ce concept, il est important, on en entend beaucoup moins parler que la misogynie. Pour autant, la gynophobie, c'est vraiment le fondement de la misogynie, et puis c'est surtout une façon de légitimer la misogynie au sein de la société. Donc cette peur, cette gynophobie, elle a plusieurs visages. Il y en a un que je peux tout à fait admettre. J'entends que des hommes, voire des jeunes hommes, voire des adolescents, puissent avoir peur ou être intimidés face à une femme. C'est normal. La confiance en soi n'est pas quelque chose d'inné, et puis dans les relations hétérosexuelles, ça s'apprend. Maintenant, ce qu'on essaye de nous faire croire à grande échelle, à échelle mondiale, c'est en effet que les femmes seraient une menace pour les hommes. Et puis a fortiori dans une époque post-MeToo. C'est ce que j'essaye évidemment de déconstruire dans ce livre. Dans une époque post-MeToo et un moment où les masculinismes sont très présents. Oui, une époque de backlash. Une époque de backlash. Alors dans le livre, vous citez cette phrase célèbre de Margaret Atwood: les hommes ont peur que les femmes se moquent d'eux, les femmes ont peur d'être tuées. Autrement dit, il y aurait une asymétrie radicale entre les peurs masculines et les peurs féminines. Est-ce que votre livre dit cela, que la peur masculine est une peur symbolique, quand la peur des femmes, elle, est une peur bien réelle ? Absolument. Il y a plusieurs expériences que je cite, et il y en a une qui est assez simple à faire, justement, quand on cherche dans nos moteurs de recherche équipements de sécurité. Les équipements de sécurité pour hommes vont nous donner comme résultat des lunettes, des casques de chantier, des combinaisons, des bottes avec embouts renforcés, en tout cas des équipements de sécurité qui les protègent d'objets inanimés, qui les protègent de leurs conditions de travail. Lorsqu'on recherche équipements de sécurité pour femmes, là on va tomber sur des bombes lacrymogènes, sur des couvercles, vous savez, pour recouvrir les verres, pour se protéger de la drogue. On va en fait se retrouver face à des objets qui ont été inventés pour protéger les femmes des violences des hommes.
on voit en fait avec des expériences assez simples à quel point justement cette peur elle est asymétrique. Et moi je me suis entre guillemets amusée à chercher alors dans les prédictions de recherche et dans tout un tas de documentation ce qui pouvait faire peur aux hommes. Je cite beaucoup de livres écrits par des hommes eux-mêmes, mais la plupart du temps les conclusions sont assez absurdes, c'est-à-dire que les hommes ont peur des femmes qui sont fortes, qui sont indépendantes, des femmes qui sont belles, des femmes intelligentes, des femmes qui gagnent plus qu'eux. Ce sont ça, en fait, les résultats qui ressortent quand on tape « les hommes ont peur des femmes ». Un manque de confiance totale en eux ? Pour moi, c'est vraiment l'une des choses que mes recherches ont révélées. C'est finalement des hommes qui ont des insécurités, qui manquent de confiance en eux, mais qui, évidemment, ne vont jamais l'admettre et jamais se prendre en main. Parce qu'encore une fois, manquer de confiance, avoir un ego fragile, ce sont des choses qui arrivent, même aux femmes. C'est normal, nous sommes humains, nous sommes faillibles. Maintenant, l'idéal, ce serait quand même de se prendre en main pour ne pas contrôler cette peur par un besoin de domination, donc de violence. Alors, vous dites aussi que la peur est politique, qu'elle s'apprend, qu'elle s'alimente. Autrement dit, la peur des femmes ne serait pas seulement individuelle, elle serait aussi un outil de pouvoir dans nos sociétés patriarcales. Est-ce que la peur des femmes est l'un des mécanismes qui permettent de maintenir la domination masculine ? On en parle juste après la pause. Retrouvez la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. Sud Radio, la force de l'engagement, 15h, 15h30, Muriel Réus. Donner la parole à celles et ceux qui font bouger la société, c'est sur Sud Radio et c'est la force de l'engagement. Aujourd'hui, nous parlons de cette peur des hommes, vis-à-vis des femmes. Et avec Chloé Thibault, qui est journaliste et autrice de son livre, Pourquoi les hommes ont peur des femmes, on se posait cette question juste avant la pause. Est-ce que la peur des femmes est un mécanisme du maintien du pouvoir masculin ? Est-ce que cette peur qui est annoncée est au fond une stratégie politique ? Elle est absolument une stratégie politique, mais qui renvoie aussi à quelque chose de très intime. Mais nous le savons désormais que l'intime est politique. Mais il y a quelque chose, alors là, encore une fois, de millénaire et qui a été très étudié par des hommes, psychanalyse, qui est une incompréhension face aux femmes, face au corps féminin, face au désir féminin, donc quelque chose qui s'exprime à tous les stades de la vie, quand les petites filles deviennent adolescentes, quand les femmes deviennent mères, accouchent, puis quand elles sont ménopausées, enfin, tous ces stades en fait que les hommes ne comprennent pas, surtout s'ils ne se documentent pas pour les comprendre, et qui nous rend justement un peu sorcières. Donc ça c'est finalement quelque chose de très intime auquel tous les hommes peuvent être confrontés. Maintenant, l'idée justement que les femmes entre elles, que les femmes qui se réunissent pourraient être dangereuses et pourraient véritablement être des sorcières si elles font groupe, ça c'est une construction. Et ça a été une façon justement de nous condamner, de nous punir, voire de nous exterminer, parce que la métaphore des sorcières, elle est historique. Je vous écoute avec tellement d'attention. Vous dites aussi que certains hommes disent clairement aujourd'hui être déstabilisés par les femmes. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous citez même ces phrases. C'est compliqué de savoir que tu n'as pas besoin de moi, ou encore tu fais peur aux hommes. Ça, on est nombreux à l'avoir entendu. Cette inquiétude, en fait, c'est pas une inquiétude d'une femme elle-même, de celle qui est en face de vous. C'est une inquiétude sur cette indépendance économique, cette indépendance intellectuelle, même cette indépendance affective aujourd'hui de cette nouvelle génération qui peut se construire aussi sans vivre avec un homme ou avec un jeune homme. Est-ce que cette indépendance féminine qui vient bousculer ce modèle ancien vient aussi bousculer ce rôle de protecteur, de pouvoirieur, de centre de pouvoir ? Mais absolument, mais en fait c'est vraiment au cœur de ce qu'est le féminisme. Et si je dois le rappeler, le féminisme c'est la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est notamment rappeler que les hommes évidemment ne peuvent pas être victimes de sexisme, mais peuvent être victimes du patriarcat et de ses injonctions. Donc les rôles genrés que vous pointez du doigt, en effet, d'être le protecteur, le sauveur, celui qui ramène l'argent à la maison, ça peut aussi être une sacrée source de pression pour les hommes. Pourquoi ne sont-ils pas plus nombreux à se réjouir, justement, que les femmes rééquilibrent tout ça, aient envie de mener leur carrière, de gagner de l'argent, voire beaucoup d'argent. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'en théorie, moi, en tant que femme qui ai eu quand même pas mal de rendez-vous galants et quelques expériences, je l'ai observé. En théorie, évidemment, les hommes vont vous dire « Oh non, moi j'adore avoir une femme intelligente, forte et indépendante économiquement ». Dans la pratique, il arrive assez souvent qu'on se rende compte que ces hommes-là, finalement, sont assez mal à l'aise face à notre, oui, j'oserais dire le mot, puissance.
Alors comment on les transforme, ces hommes? Comment on les embarque? Comment on leur fait comprendre que tout ça, c'est issu de phénomènes culturels, de phénomènes sociaux, que ce sont des constructions? Comment on arrive à changer leur focale? D'abord, c'est assez dingue, mais moi, je me retrouve encore très, très, très souvent, surtout lorsque je présente mon livre en conférence ou en librairie, à rappeler ce qu'est le féminisme, mais dans les mots aussi basiques que ceux que j'ai utilisés. Le féminisme, ce n'est pas une volonté pour les femmes d'écraser les hommes. J'explique en revanche que le masculinisme, c'est la volonté des hommes de rester supérieurs aux femmes. Donc d'abord, faire un peu de pédagogie pour celles qui en ont encore la patience. Et puis après, c'est essayer justement d'aller creuser dans leur expérience personnelle pour leur faire prendre conscience de ce qu'ils ont à gagner à mener ces combats à nos côtés. Alors, ils ont quoi à gagner? Pour ceux qui nous écoutent, là, messieurs. Sincèrement, ils ont à gagner des relations plus saines, même s'ils ne sont pas hétérosexuels d'ailleurs, mais des relations plus saines et à terme, un monde quand même bien plus apaisé, où on pourrait en effet agir main dans la main. Je pense que les hommes ont beaucoup à apprendre des femmes sur la gestion de leurs émotions, sur l'expression de leurs sentiments, et que ça peut les libérer justement de beaucoup d'injonctions qui pèsent lourd sur leurs épaules. Ça, je l'entends complètement. Le souci, c'est qu'encore faut-il qu'ils fassent ce pas de travail, parce que ça demande un peu de travail de se déconstruire. Il y a une responsabilité quand même de la culture populaire, des films d'horreur, de la littérature aussi et des séries où on retrouve parfois des figures féminines inquiétantes. Vous avez beaucoup étudié le rôle de la culture dans les représentations. Qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui sur cette façon d'avoir façonné par exemple l'idée que les femmes seraient dangereuses et qu'il faudrait les surveiller, les contrôler, voire les discipliner? D'abord, c'est toujours l'œuf ou la poule. Évidemment, on n'invente jamais à partir de zéro une fiction, donc on se base sur la réalité, etc. Moi, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est celui du Manoir du Diable. En fait, pour un bref rappel, le cinéma apparaît en 1895 avec les Frères Lumière. Et en 1896, un an après, on a ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme le premier film d'horreur réalisé par Georges Méliès, Le Manoir du Diable. Où justement, là, on a un démon qui arrive, qui fait apparaître un gros chaudron, qui fait apparaître des serviteurs et qui fait apparaître une femme. Tout ce beau monde se cache et puis des visiteurs arrivent dans le manoir. L'un d'eux tombe sous le charme de cette jolie femme et au moment où il lui baise la main, cette femme, elle se change en sorcière. Pire encore, elle arrive après avec d'autres sorcières et leurs balais. Je dis dans le livre, il n'a pas fallu 1 an pour que l'archétype de la femme séductrice, donc diabolique, donc véritablement une sorcière, apparaisse. Ça nous condamnait déjà dès l'apparition du cinéma. En fait, c'est là où c'est vraiment très difficile en termes de représentation, c'est que les femmes ne ressortent jamais gagnantes. Évidemment, si à l'image, chacun aura sa définition de ce qu'est une personne belle ou une personne moche, mais si on a une femme qui est considérée comme repoussante, on comprend pourquoi elle leur fait peur. Mais si on a une femme qui est très très belle, pensons par exemple à Sharon Stone, à des films comme Basic Instinct, eh bien, elle est très belle et elle est inquiétante, donc elle est quand même diabolique. Donc vous voyez, et qu'on soit mère justement à l'écran, on sera un peu une espèce de brivante de camp, castratrice, ou bien la mère aussi dans Madame Doubtfire. Mais si on n'est pas mère, comme des figures justement qu'on retrouve dans les dessins animés Disney, Cruella par exemple, on leur fera peur aussi, parce qu'on aura quelque chose de vengeresse, justement d'anormal, de déviante. Donc voilà, à chaque fois, je mets en parallèle les deux types d'archétypes féminins qui se répondent, et on se rend compte que dans tous les cas, nous sommes piégés. Mais il n'y a pas une contre-culture un peu certains diffuseurs ou certaines grandes plateformes, comme Disney, qui par exemple a supprimé de certains de ses films des stéréotypes de genre. Est-ce que vous pensez que ça compte ou pas ? Alors, pour Disney, il y avait eu un pas de fait, justement, pas avec des suppressions, certainement pas de scènes, mais des petits cartons au début de certains dessins animés Disney qui prévenaient de stéréotypes sexistes ou racistes surtout. Mais ça a été retiré ensuite. Actuellement, il y a quand même un rétropédalage du côté de Disney aux États-Unis. Et sur cette contre-culture, évidemment, elle existe et elle a toujours existé. Maintenant, ce qu'il y a véritablement un gros pouvoir politique, c'est la culture populaire, la culture mainstream, ce qui est le plus diffusé à l'échelle du monde entier. Je peux vous assurer que dans ce sens-là, les bons vieux super-héros américains ont encore de beaux jours devant eux. On a parlé tout à l'heure du féminisme. D'ailleurs, vous citez une enquête qui d'ailleurs est appuyée par les résultats du dernier rapport du Haut Conseil. Vous dites 52% des hommes pensent que le féminisme cherche à affaiblir les hommes. Nous, on dit 60%. Oui. 60% des hommes pensent que l'égalité est atteinte. 60% des hommes pensent que le féminisme va trop loin. On a
a aussi des chiffres inquiétants sur le sexisme, où presque 40% de la population en France, 17% pratiquent le sexisme, enfin adhèrent à un sexisme paternaliste et 13% à un sexisme hostile. Donc tout cela est quand même très profondément encore inscrit dans notre société française. Et puis évidemment dans ces discours, on voit la montée des masculinismes qui évidemment s'appuient aussi, se confortent avec ces chiffres-là. Comment on peut un tout petit peu changer les choses ? La question, elle est vraiment difficile parce que, à titre personnel, je me trouve dans une période assez pessimiste. En effet, je regrette chaque année de découvrir cet état des lieux du sexisme en France et de voir que les chiffres ne reculent pas, voir que le problème progresse, surtout chez les plus jeunes, chez les plus jeunes hommes. Donc, honnêtement, moi, je me sens bien dépourvue de solutions, si ce n'est justement que j'essaie, avec ma maigre contribution, d'écrire des livres qui permettent à certaines et certains d'avoir des prises de conscience. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire, mais surtout que les exemples doivent venir de plus haut. Donc là, vraiment, je pense à nos hommes et nos femmes politiques, je pense au gouvernement. Il est sûr et certain qu'il y a quelques mois, quand on a notre première dame de la République, Brigitte Macron, qui traite les féministes de sales connes, c'est compliqué. C'est compliqué de continuer à se battre pour l'égalité dans un climat pareil. On attend des signes du monde politique et en attendant, on lit votre ouvrage, Les hommes ont peur des femmes. Il est évident que cette peur des femmes dit quelque chose, de l'inquiétude masculine face à un monde qui change, un monde où les femmes parlent, où les femmes agissent, où les femmes prennent leur place et refusent désormais certaines règles qui ont longtemps organisé les rapports entre les sexes. La force de l'engagement, c'est chaque dimanche à 15h sur Sud Radio et en podcast sur sudradio.fr. Je vous retrouve dimanche prochain, même heure, même énergie, pour une nouvelle rencontre avec ceux et celles qui font bouger la société. Excellent dimanche. C'était la force de l'engagement. Avec AJP, épargne, retraite, assurance emprunteur, prévoyance, santé. AJP.